tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'émission numéro 90, consacrée à comment l'acquisition façonne l'engagement, les nouveaux terrains de conquête. Dans un contexte économique incertain, les directions marketing et digital sont sous pression. L'acquisition, levier clé de la croissance, est plus que jamais scrutée pour ses performances à court terme. Alors qu'elle devrait aussi être pensée comme un maillon stratégique de l'expérience client, posant les bases d'une relation de confiance durable et générateur de valeur business. Quel modèle d'acquisition et d'engagement bâtir au service de cette dynamique vertueuse? C'est ce dont nous allons parler avec mes 4 invités. Aurélie Bouvard, bienvenue. Vous êtes Chief Marketing Officer de 24S, la référence e-commerce du style parisien, marque du groupe LVMH. Exactement, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Rémi Guénaud. Bienvenue, vous êtes directeur acquisition et CRM du groupe Teract, réseau d'enseignes de jardinerie, d'animalerie et d'alimentaire, comme Jardiland, Gamme Vert, Noé et Frédicie. Béatrice Denoré, bonjour, vous êtes Chief Growth Officer du groupe Bell, acteur mondial majeur de l'alimentation avec ses marques emblématiques comme la vache qui rit, Babybel, Kiri ou encore Pompot. Et à ma droite, Aurélie Fidel. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes Chief Marketing Officer de Alan, la néo-assurance française indépendante qui en plus est devenue licorne en 5 ans. Alors, je vais démarrer avec vous, Aurélie. La Maison 24S est un site multimarque, on disait, qui appartient au groupe LVMH. Pour autant, ce n'est pas que des marques du groupe LVMH. Un site qui a été lancé en 2017. Vous naviguez entre le e-commerce, qui suppose accessibilité et instantanéité, et le luxe, qui repose sur la rareté et l'exclusivité. Quels sont alors vos enjeux en matière d'acquisition ? Alors les enjeux, c'est exactement comme vous l'avez dit en introduction. Je pense effectivement qu'on est un peu dans une sorte de course à l'échalote sur l'acquisition client. Il faut aller vite. Et au final, on se rend compte que l'acquisition client, c'est quelque chose qui prend du temps pour avoir le bon client, pour qu'il puisse durer longtemps, qu'il ait une bonne lifetime value, comme on dit, une LTV. On commence avec les acronymes, désolé, c'est le premier du nom. Et donc l'idée, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, comment aller chercher le bon client, surtout quand on est une marque assez peu connue finalement, appartenant à un groupe très connu et qui vend des marques très très connues. Et comment réussir à faire la différence vis-à-vis de la concurrence. Donc c'est ça la difficulté aujourd'hui. Alors vous nous direz effectivement quelle stratégie vous mettez en place. Rémi, les enseignes du groupe Teract sont régulièrement distinguées pour l'excellence de leur expérience client, une excellence qui séduit, une expérience et une excellence qui séduit des consommateurs, qui se transforme en clients fidèles et engagés. Et pourtant, le contexte économique impose de renforcer les stratégies d'acquisition. Quels sont aussi les défis, vos défis en matière d'acquisition et acquisition digitale ? Un des gros enjeux, c'est effectivement d'être capable de transposer l'expérience en magasin qui est très forte. Nos enseignes sont reconnues pour ça parce qu'on a des conseillers en magasin qui vont accompagner les consommateurs. On est sur des besoins qui sont parfois techniques et c'est d'être capable de transposer une expérience qui est de façon séculaire très bonne en digital. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup des stratégies de contenu pour faire venir les utilisateurs, pour leur montrer qu'on a également une première réponse en digital qui peuvent obtenir toutes les informations dont ils ont besoin en digital pour pouvoir transformer, que ce soit de la livraison à domicile, du click and collect, ou alors finir l'expérience également en magasin. Et voilà, donc on a cet enjeu qui est fort de retranscrire cette expérience qui a toujours été bonne en digital et dans nos canaux d'acquisition. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi des canaux moderne aussi comme l'influence pour à deux effets. Le premier, c'est profiter de communautés de personnes qui sont référentes dans nos domaines, de la jardinerie, de l'animalerie, et puis également avoir un petit peu d'UGC pour pouvoir embrasser les codes sociaux, des réseaux sociaux, et pouvoir commencer une expérience comme ça en digital qui ressemble à l'utilisateur. On développera tout à l'heure alors. Béatrice, pour le groupe Bell, alors contrairement au groupe Teract, vous êtes dans un modèle de distribution indirecte. Pour autant, vos marques cherchent encore à adresser directement le consommateur pour l'engager et l'inciter à acheter. Quels sont aussi les enjeux auxquels vous devez répondre en matière d'acquisition ? Oui, tout à fait. Chez Bell, nous cherchons à promouvoir une alimentation saine,
et savoureuse pour tous. Et dans ce cadre-là, on a un modèle avec des marques qui sont iconiques et qui s'adressent directement aux consommateurs pour expliquer, éduquer, promouvoir notre modèle de portions. On a un modèle principalement de portions, des portions laitières, la vache qui rit, Babybel, des portions fruitières, Pom Pot, Go Go Squeeze, et avoir ce travail de relation avec nos consommateurs en fonction de leurs spécificités et créer de l'engagement, créer de la pédagogie, créer aussi un côté ludique, parce qu'on a des marques qui sont aussi très ludiques. Ouvrir un Babybel, c'est très ludique. Le rapport à nos marques est aussi très émotionnel, et aujourd'hui, l'engagement passe aussi beaucoup par l'émotion. Idem, vous nous direz comment ça fonctionne. Alors, Aurélie, alors on a deux Aurélie, donc je dirais Aurélie pour Alan. Alors Alan a disrupté le marché de l'assurance. Vous évoluez en plus dans un marché ultra concurrentiel, avec un modèle 100% digital. Quels sont aussi les enjeux en matière d'acquisition auxquels vous devez répondre ? Alors effectivement, Alan, notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que chacun puisse vivre plus longtemps, jusqu'à 100 ans, en bonne santé, et d'être un investissement très positif pour les entreprises, un investissement RH avec des équipes qui sont plus engagées, qui se sentent mieux, qui sont plus productives. Aujourd'hui, notre business, il vient à la fois d'une acquisition 100% digitale, donc c'est ce qu'on appelle le business self-serve, similaire à du e-commerce, et on a à peu près 70% du business qui vient à travers une force commerciale. Et donc on a un double enjeu en termes d'acquisition, à la fois piloter le business pur digital, self-serve, en mode e-commerce, et alimenter l'équipe commerciale avec des leads très qualifiés, des demandes de rendez-vous. Et là aussi, on utilise évidemment les canaux digitaux pour générer ces demandes de rendez-vous. Et on a une particularité, puisqu'on parlait d'engagement au début, et effectivement, nous, l'objectif, c'est de vendre en majorité à du B2B, on va y revenir après, on lance aussi des cibles B2C, mais avec des utilisateurs finaux qui sont des particuliers, des individus, donc on a vraiment une logique de B2B2C, et donc l'engagement, c'est très important, puisqu'on va acquérir une entreprise qui est du B2B, mais ensuite, on veut engager les membres qui, eux, sont en B2C. Avec comme volume, quand même, pour resituer, vous visez horizon 12-18 mois, 1 million. C'est ça de membres, à peu près. Ouais. Je reviens vers vous, Rémi. Alors, il s'agit d'investir dans des stratégies d'acquisition saines et durables pour garantir une croissance pérenne, des stratégies qui reposent finalement sur des nouveaux standards. Quels sont-ils ? Quels sont les stratégies que vous construisez pour Jardiland, par exemple, pour Gamme Vert, qui vont permettre de nourrir, que l'acquisition et la fidélisation se nourrissent mutuellement ? Oui, il y a un premier enjeu, c'est déjà de bien utiliser les données qu'on détient. Donc la first party data, on a plusieurs millions de clients en France au travers de nos enseignes, et c'est déjà un socle très important qui est aujourd'hui clairement un peu sous-exploité. On est, comme beaucoup d'enseignes, confrontés à de la collecte de data historique, et donc on doit se remettre aux standards du RGPD et des attentes des consommateurs pour pouvoir bien exploiter ces données-là. Donc on fait les choses dans l'ordre, et c'est déjà une première brique. Ensuite, c'est la bonne exploitation des médias dans une logique à la fois nationale et locale, parce qu'on a des prises de parole qui se font au nom de l'enseigne, et puis on a des prises de parole qui se font pour les magasins. Et donc les stratégies d'acquisition se construisent autour de cette double problématique, et c'est un des gros enjeux pour nous, c'est d'être capable d'avoir une résonance de l'enseigne et d'avoir des approches tactiques locales pour générer du trafic en magasin. Par exemple, quelles sont ces approches tactiques, qu'elles soient locales ou nationales ? Bien sûr. Aujourd'hui, on travaille beaucoup de stratégies qu'on appelle Drive to Store, avec de la géolocalisation des consommateurs, et on va chaîner jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on va même jusqu'à suivre les taux de visite en magasin suite à l'exposition publicitaire. Donc, et ensuite, on construit du reporting pour les magasins, parce qu'en fait, nous, on a
au siège, alors j'aime pas trop dire ça parce que parfois ça met une distance par rapport au magasin, mais au siège, à la centrale, on a un double enjeu, c'est d'à la fois adresser des clients qui sont les consommateurs finaux, et en même temps des clients aussi internes qui sont les directeurs de magasins, qui sont des franchisés, qui sont des entrepreneurs et qui font appel à nos services pour construire des stratégies d'acquisition pour eux. Donc on se doit déjà de leur offrir le meilleur, d'explorer toutes les technologies qui nous paraissent les plus pertinentes sur le marché, d'être toujours dans cette logique de test, et puis ensuite de leur apporter le bon niveau de reporting, et en évitant aussi de tomber un peu dans l'écueil qui sont un peu notre verbage à nous, etc. De leur expliquer comment ça fonctionne, quels sont les résultats qu'on a pu observer et qu'est-ce qu'on cherche à améliorer en permanence. Il y a effectivement le volet drainer du trafic vers le magasin, mais il y a aussi drainer du trafic vers vos écosystèmes online, les sites e-commerce, avec une approche à la fois paid et own. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors effectivement, sur le paid, on active un certain nombre de leviers. Donc on a tout l'outillage classique du marketeur digital. Donc on fait du SIA, on fait du SMA. Donc on est présent sur les gros carrefours d'audience. Donc là où les consommateurs nous cherchent ou là où on cherche les consommateurs. Donc on est toujours dans cette double problématique. D'un côté, être présent là où la recherche se fait, donc principalement sur les moteurs de recherche, sur Google, mais on embrasse aussi toutes les nouvelles évolutions, SearchGPT, etc. Et de l'autre côté, on doit être sur les grands carrefours d'audience que sont par exemple les réseaux sociaux sur lesquels on explore. On sait que c'est un univers qui n'est aujourd'hui pas fini. Donc on explore TikTok, on essaye d'être fort sur les réseaux sociaux historiques. Et de l'autre côté, il y a toute la partie own media, donc on développe nos médias propriétaires, donc sur les réseaux sociaux, mais également sur nos sites. Donc on a toute une partie de conseils et idées, et donc toute une approche éditoriale pour embarquer l'utilisateur depuis le début de son projet de jardinage ou de carré potager jusqu'à l'acte d'achat. Votre titre est parlant parce que c'est à la fois directeur acquisition et CRM. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'on a acquis des clients, mais certains clients sont inactifs, dormants, et ils rentrent dans une boucle aussi de réacquisition quelque part. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites de façon personnalisée en plus ? Tout à fait. Je pense que j'ai cette chance-là de pouvoir gérer toute la chaîne de valeur de l'acquisition jusqu'à la rétention ou la fidélisation. D'ailleurs, c'est peut-être plus joli de dire fidélisation que rétention. Et donc, effectivement, la fidélisation, c'est aussi un point de départ des scénarios qu'on met en place sur la partie acquisition. Parce qu'on le sait qu'on a des clients qui, en fonction de leurs impératifs, économiques ou projets de vie, etc., vont peut-être un petit peu se détourner de nos enseignes, mais nos services et notre offre va grandissante. Donc, on a tout intérêt à les recibler, à aller les rechercher, à travailler des cycles de vie comme ça. Donc, tu parlais de la lifetime value tout à l'heure. Donc, effectivement, dès qu'on voit qu'il y a un décrochage, on va essayer d'aller les recibler. Donc, capitaliser sur cette donnée first party pour aller les faire rentrer dans des nouveaux cycles au travers soit de nouveaux produits, parce qu'on a aussi une logique de développement de nouveaux produits. On a nos marques propres qui représentent aujourd'hui une part assez significative de notre chiffre d'affaires et sur lesquelles il y a une vraie logique aussi d'innovation qui nous permet d'aller chercher des nouveaux clients. Donc oui, la fidélité est un moyen de faire de l'acquisition. Ouais. Merci Rémi. Béatrice, alors le groupe Bell, plus de 400 millions de consommateurs dégustent des produits Bell chaque année et ce n'est pas fini, vous continuez d'investir pour rester présent dans le top of mind de ces consommateurs et les engager. Avec quelle stratégie ? Alors aujourd'hui, quand on regarde effectivement dans les stratégies qu'on peut avoir d'engagement, on a cette volonté de pouvoir aller au plus proche. Je parlais tout à l'heure du fait que on apporte des portions, ce qu'on appelle de bien manger, qui correspondent, j'allais dire, à chaque étape de vie ou à chaque type de mode de consommation de nos consommateurs à travers le monde. On peut se dire que la vache qui rit est pareille dans le monde. On a plus de 120 recettes de vache qui rit, et la recette de la vache qui rit, elle est différente si vous êtes au Maroc, elle est différente si vous êtes en France ou si vous êtes aux États-Unis, parce qu'on n'a pas les mêmes consommateurs. On n'a pas les mêmes tribus, on n'a pas les mêmes modes de consommation. Donc l'enjeu qu'on a, c'est effectivement d'engager au plus proche du consommateur à travers des stratégies qui sont
et digitales, mais qui sont aussi multicanales. On a aussi du CRM, l'accompagnement avec nos distributeurs qui fait qu'on génère et on acquiert beaucoup de data de différentes sources. Et c'est d'avoir cette bonne capacité de compréhension des insights, de qui sont nos consommateurs et quelles sont nos attentes. Et on est passé d'un modèle qui était très linéaire à un modèle qui est très fragmenté, dans un contexte où l'alimentation reste par définition très locale, très fragmentée. Et nous, on cherche à rester au plus proche de nos consommateurs, même si on a des marques qui sont mondiales et que vous pouvez effectivement acheter aujourd'hui la vache qui rit dans plus de 120 pays et donc avoir différentes cibles. Donc on a vraiment cette stratégie d'aller dans des marques globales qui ont des valeurs communes, qui ont un brand purpose commun, une plateforme commune, mais au proche de consommateurs, que ce soit dans leur mode de consommation. Donc on a déterminé, en fait, dans le monde, on a déterminé 200 tribus qu'on adresse de façon spécifique. On a de l'écoute sociale dans plus de 20 pays. Et on prend toute cette data, plus nos data de panel, nos data avec nos partenaires distributeurs, pour réussir à avoir des plans d'engagement qui soient ciblés autour de différents axes. Soit un axe de relais de la proximité de nos marques. Donc, pour vous donner un exemple, on est retourné sur le Tour de France l'année dernière, on était un partenaire historique, on est revenu. Évidemment, le Tour de France, c'est très local, c'est à proximité. On dit souvent que la vache qui rit, c'est une marque qui est une marque qui est populaire, et une pop est populaire. On a relayé par tout un dispositif qui était digital. On a eu plus de 75% de la population française qui a vu notre dispositif. Ça a généré sur la période du Tour de France plus de 30% de ventes. Donc vraiment cette connexion entre cette caravane qui est très joyeuse, qui est vraiment le symbole de la marque, l'engagement des consommateurs sur le terrain. Moi j'ai été sur une étape, c'était vraiment fantastique de joie et d'attachement à la marque. Et puis derrière le dispositif qui permet de relayer, qui permet d'amplifier pour tous les Français, mais bien au-delà. Cette année on va avoir une campagne dans les pays nordiques, on va le relayer en Belgique aussi. Donc d'avoir cet engagement. Donc ça c'est vraiment cette notion de proximité. On a aussi ce fait d'être on the spot et d'être précis dans nos cibles. Si vous prenez une marque comme Go-Go Squeeze, qui est l'équivalent de Pum-Pot aux États-Unis, on a avec Go-Go Squeeze, on était plutôt sur des enfants de 0-6 ans en mode de consommation. On a 45% des enfants de 0-6 ans qui consomment ce produit aux États-Unis. Mais on n'arrivait pas à passer le cap de l'âge et du changement de modèle de consommation, contrairement à ce qu'on a en Europe où on est consommé à tout âge. Eh bien, on a lancé Go-Go Squeeze Active, qui est vraiment une gourde de fruits renforcée avec des électrolytes, des vitamines, des antioxydants. Tout le dispositif de recrutement et d'engagement des consommateurs a été à travers de la communication qui s'est faite de façon contextualisée, près des salles de sport, autour du sport, avec des influenceurs qui étaient sur des engagements sportifs. Et ce qui nous a permis, premièrement, de faire des plus beaux lancements qu'on ait fait aux États-Unis depuis toujours. On a un recrutement, on a 30% de ventes incrémentales, 34% de ventes incrémentales par rapport à notre baseline de consommateurs. Et on a un réachat aux alentours de 33%, ce qui est le plus gros réachat qu'on a jamais vu. Donc vraiment, en étant très contextualisé, en répondant à ces instants de consommation avec les bonnes tribus, ça permet d'adresser aussi ces stratégies d'engagement et d'acquisition. Sur la Chine, oui. Je disais en introduction tout à l'heure que vous étiez majoritairement dans un modèle indirect. Sur la Chine, vous avez testé du D2C. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Alors sur la Chine, on a effectivement, on passe en grande partie par la grande distribution, mais vous savez, vous connaissez en Chine la mode des live streams, sur lequel on a vraiment une capacité de toucher directement le consommateur, et on l'a fait sur une marque comme Kiri. Alors Kiri en Chine, c'est des petits cubes, c'est des petits cubes sucrés. C'est vraiment le snacking sucré sain, c'est 15 calories par cube pour qui s'adresse plutôt à des femmes, soit au bureau en pause dessert, soit en rentrant à la maison pour avoir un moment de calme. Donc on a vraiment un produit qui est très spécifique, qui a une touche de Frenchness, comme on dit. Il est reconnu comme étant un produit qui vient de France avec de la crème française. Mais il y a cette capacité à passer ces messages dans un contexte où la Chine c'est grand, c'est très saturé en consommation et en communication.
Et c'est toute la question de la capacité d'émergence. Et c'est vrai qu'on a fait différents dispositifs. Alors des dispositifs expérientiels comme avoir un partenariat avec l'exposition Matisse qui a eu lieu à Shanghai il y a 2 ans et qui nous a permis de recréer cet univers expérientiel en croisant l'iconographie de Matisse, qui est quand même très symbolique de la culture française, avec nos petits cubes sucrés, colorés, très gourmands, avec des desserts Matisse collab avec Kiri, donc c'est le côté très expérientiel qui s'adressait directement aux consommateurs et qu'on a relié en RP. Et puis du live stream où effectivement, en collaboration avec un influenceur français qui a toujours vécu en Chine, on a fait péter les compteurs et les réseaux et ça nous a permis d'avoir un discours qui était très très différent. Donc vous voyez, on a des modèles, c'est très différent du modèle de communication de Kiri que vous pouvez connaître en France. Les produits sont différents, l'ADN de marque est toujours le même, mais on s'adresse de façon spécifique à nos tribus. C'est clair, merci. Alors Aurélie, pour 24S, vous bénéficiez aussi d'un rayonnement mondial, avec 97 pays couverts en 5 langues. Je les ai comptés. Vous avez compté, parce que je les ai d'habitude je dis comptés. 100, mais Je les ai comptés. Vous avez l'ambition aussi d'élargir vos audiences avec des stratégies d'acquisition, vous le disiez, saines et durables. Quels sont les dispositifs que vous mettez en place pour attirer ces nouvelles audiences sans diluer pour autant l'exclusivité? Exactement. Donc déjà, la première chose, c'est que 24S, donc c'est une plateforme internationale, donc on livre dans 97 pays, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, j'adore. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut se positionner, on est dans un monde ultra concurrentiel, on est assez peu connu, on va pas se mentir. Je pense qu'autour de cette table, à part monsieur à gauche qui a déjà acheté chez 24S, je pense que c'est une marque peu connue qui appartient à un groupe très connu, comme je le disais, qui distribue des marques exclusives comme Vuitton, Céline, Dior, qui elles, par contre, sont extrêmement connues. Et on fait face à des concurrents. Donc, comme vous l'avez dit, on a été formé, enfin, on existe depuis 2017. Les concurrents existent depuis 10 ans, bien avant, et donc ont pu, bénéficier d'une connaissance et de notoriété bien meilleure. Donc déjà, le sujet, ça a été de se dire qu'est-ce qui nous différencie, quelle est notre singularité. Donc la singularité, c'est qu'on est basé à Paris. Paris, c'est la capitale de la mode. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et donc on peut se revendiquer d'être vraiment les porteurs du Parisian Flair, parce qu'on parle beaucoup à l'international. Donc en fait, notre nouvelle signature, c'est le Parisian Flair at your fingertips. Comment on va réussir à donner cette expérience d'excellence, ouvrir les portes du chic parisien à toutes les femmes du monde, sans pour autant être donneur de leçons. Donc on garde quand même cet esprit un petit peu parisien, un petit peu enlevé et chic. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, si on veut avoir un très bon client, il faut que le client, on sache qui on veut avoir. Parce qu'en fait, l'acheteur luxe, il est multiple. Il peut être très jeune parce qu'il veut faire son premier achat, parce que ça va être quelque chose qui va lui permettre de prouver quelque chose ou d'exister dans une communauté. Ça peut être une femme plus vieille, plus âgée, une femme active. Et donc, en gros, le premier travail qu'on a fait, c'est de définir à qui on veut parler et qui sont les bons clients pour lesquels on doit aller s'adresser. Nos meilleurs clients aujourd'hui, donc après avoir fait toute une étude client, auprès de 4 pays, on a fait les États-Unis, la France, l'Allemagne et la Corée. On a vraiment défini que la cliente idéale, c'est la C-level, extrêmement occupée, qui n'a pas le temps d'aller en magasin, qui en fait, pour s'acheter une veste Céline, préfère l'acheter en ligne et avoir acheté une tenue complète plutôt que de prendre le temps d'aller en magasin, même si dans le magasin, il y a une coupe de champagne. Donc l'expérience digitale, parce que c'est souvent ça en fait qu'on me met en contradiction avec, mais qu'est-ce qu'on va venir chercher en ligne sur de l'achat luxe alors que l'expérience luxe en magasin est exceptionnelle. L'expérience en ligne luxe est exceptionnelle aussi. On a un NPS qui est autour de 80. Alors pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec le NPS, ça reste quand même une note vraiment excellente. C'est-à-dire que moi j'ai jamais connu ça dans mes expériences passées. Et ce qui veut dire que le client est très content de son expérience. L'idée ensuite, donc, c'est de se faire connaître et d'aller se faire connaître auprès de cette cliente. Donc l'idée, c'est on a créé des audiences dans nos audiences clients et on est allé chercher les clientes avec la meilleure VCM, donc la meilleure marge sur coût variable sur certains pays. Et on allait créer des lookalikes de ces audiences qu'on est allé attribuer, qu'on est allé activer dans des leviers purement digitaux. Je ne fais absolument pas de offline, j'ai absolument pas les moyens. Et c'est un peu le sujet, c'est qu'aujourd'hui, comment on arrive, par exemple, à adresser un marché comme les États-Unis, qui est le marché aujourd'hui le plus intéressant. C'était peut-être pas le cas avant, puisque l'Asie était un marché très très fort, mais jusqu'à fin 2022, je pense que tout le monde est à peu près au courant, le marché asiatique, et les marchés asiatiques, en particulier la Chine, et la Chine, c'est pas que la Chine, c'est aussi tous les acheteurs chinois dans le monde qui représentaient aussi un très fort volume de chiffre d'affaires.
Donc aujourd'hui, on se concentre sur les États-Unis. Pour aller adresser les États-Unis, comme on fait avec un budget restreint, puisque les États-Unis c'est gigantesque, ça coûte très très cher. On en revient un peu à l'histoire de la Chine de tout à l'heure. Il faut trouver des moyens d'exister. Donc on a fait des tests d'incrémentalité. Déjà, il a fallu prouver en interne que investir sur la marque, donc faire uniquement du branding, ça génère de l'acquisition client, ça génère des opt-in, ça génère plus de trafic et ça génère in fine plus de GMV. Donc on a fait des tests d'incrémentaux, donc un causal impact qui nous a permis de mesurer 6 mois après l'impact des investissements en branding sur donc les opt-in, le trafic et la GMV. Donc sur le trafic, on est à plus 30% et c'est quasiment immédiat comme impact. Sur les opt-in, on est autour de 27%, donc plus 27% d'opt-in dès qu'on fait du branding. Si on n'en avait pas fait, on serait 27% de moins. Et ça met à peu près 40 jours à arriver. Et sur la GMV, c'est là où en fait on parle un peu de temps long parce que dans le digital, on a souvent un peu, on se dit on va tester ce levier, on lui donne 2 semaines et puis ça marche pas. Donc c'est là où en fait il faut quand même être un peu résilient, rester aussi face en fait aux COMEX, aux personnes à qui on va les présenter des chiffres et de leur dire non, je vous assure ça va marcher. Parce qu'en fait là sur la GMV, ce qu'on a vu c'est qu'il a fallu attendre 80 jours pour avoir plus 15, 16, 17, 18% de GMV versus si on n'avait pas fait ces campagnes-là. Donc on parle vraiment quand même d'un temps long. Le luxe, ça reste quand même quelque chose du temps long. On n'est pas sur un achat immédiat, on a une fréquence d'achat qui reste restreinte. Donc c'est vraiment important de se dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'achat immédiat, le chiffre immédiat et la mesure, comme on le disait, on parle souvent d'attribution, mais de la mesure au last click qui va nous faire qui va nous guider dans des choix qui ne sont pas les meilleurs. Le deuxième test qu'on a fait, parce qu'une fois qu'on s'est dit qu'il faut faire du branding aux États-Unis, ça peut dire beaucoup de choses et ça peut coûter très 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 cher. Donc on a fait des tests, on a fait des GeoVex. Moi j'avais une conviction intime qui était que donc on s'est concentré sur les réseaux sociaux puisque les études que nous avons menées nous ont dit que globalement l'acheteuse luxe se renseigne sur Instagram. Alors elle se renseigne sur plein d'autres plateformes, mais l'endroit où on est sûr de la trouver, c'est Instagram. Donc on s'est concentré sur Instagram. Et donc l'idée c'était de se dire, donc les gens chez Meta nous accompagnent beaucoup sur du full funnel. Donc ils ont beaucoup sur, il faut acheter du branding, il faut acheter puis du ASC, puis du retargeting. Et j'avais une conviction qui était, ça me paraît bizarre et puis j'ai pas l'argent en fait pour faire du full funnel sur les États-Unis, ça va être vraiment compliqué. Donc on a fait un ABC test qu'on a mené sur l'Allemagne, parce que j'ai pas assez d'argent pour le mener sur les États-Unis, mais c'est là où on a des zones géographiques qui peuvent être similaires les unes avec les autres. Et on a mené ces tests et on a mené donc sur la zone A, c'est que du upper funnel, donc que du reach. Sur la zone B, c'est le full funnel tel qu'on le connaît globalement. Et sur la zone C, on a fait et le upper funnel et le full funnel. Donc on a doublé le budget. Et au final, donc j'avais les bonnes convictions, j'étais contente. Ça n'arrive pas toujours, mais j'étais contente. Au final, on se rend compte qu'effectivement, quand on double le budget, on gagne un peu plus, mais mon ROAS est largement dégradé. Quand en fait, au final, quand on fait du full funnel et que du branding, je ne gagne rien. Voire, je perds un peu quand je fais du full funnel. J'ai un ROAS qui est un peu meilleur, mais en fait, je touche moins de personnes. Donc, on a décidé de ne travailler que en reach, avec une sorte de ciblage. Donc, c'est là où il faut être très très fort et vraiment très précis sur les ciblages, avec donc des lookalikes sur nos meilleurs clients, et avec évidemment des zones d'intérêt et des zones géographiques. Et finalement, avec ça, on a réussi à faire croître très largement notre base client aux États-Unis avec du client qui va être long terme. Donc, on va créer en fait des cycles de clients qui sont nettement meilleurs que les cycles de clients qu'on pouvait avoir construits au préalable avec notamment des leviers comme l'affiliation, des cashbacks, des choses comme ça qui sont très immédiates, qui fonctionnent très bien, qui vont ramener beaucoup de cash, beaucoup de GMV, on va dire, et qui au final vont avoir une lifetime value qui va être beaucoup plus courte. Voilà. Sur la partie stratégie mobile, est-ce qu'il y a des dispositifs plus spécifiques que vous mettez en place ? Effectivement. Alors aujourd'hui, le deuxième levier pour avoir du client au long terme dans sa poche, c'est l'application. 24S a la chance d'avoir une application iOS only. On a bien regardé, finalement, on n'a pas besoin d'avoir une application Android, donc iOS only. Et très peu d'investissements ont été réalisés dessus. Or, l'application, quel meilleur moyen que d'avoir des porteurs d'app pour engager ses clients ? On a regardé, de toute façon, tous les KPI sont ouverts, c'est plus d'engagement, les AOV sont meilleurs, le repeat est meilleur, il n'y a aucun doute.
Et là, de la même façon, on a commencé à investir sur de l'app download de façon un peu continue, mais vraiment avec un message marque. Donc avec quelque chose qui va être inspirationnel. Donc on va aller vraiment raconter Paris aux Américaines. On a fait beaucoup de tests créatifs. Full disclosure, quand il y a la Tour Eiffel, ça marche mieux. C'est rigolo, mais l'idée n'est pas de tomber dans le cliché, mais au final, il y a quand même des choses, vous parliez de Matisse tout à l'heure, il y a quand même des choses où il faut vraiment être assez direct. On est dans un environnement publicitaire tellement chargé, tellement compliqué, tellement lourd que si on n'est pas immédiat dans la compréhension et qu'on ne dit pas tout de suite mode Paris, LVMH, Vuitton, en 2 secondes maximum, il faut vraiment réussir à émerger. Donc ça, on a vraiment travaillé là-dessus et ça a enclenché des traits de forte croissance de téléchargement d'app. On est passé d'ailleurs de à peu près 14% du chiffre d'affaires aux États-Unis qui était fait sur l'app à quasiment 25% en 3 ans. Merci beaucoup. Merci. Aurélie, pour Alan, on le disait tout à l'heure, objectif 1 million de membres dans les 12-18 mois. Quel levier d'acquisition comptez-vous activer pour justement atteindre ces objectifs avec un prisme plus digital ? Alors déjà, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, donc l'objectif de faire ce lien entre acquisition et fidélisation, nous, il y a un concept qui est très fort chez Alan, qu'on appelle Member First. Donc c'est nos membres en priorité. Et en fait, ça c'est un principe qui drive tout le monde dans l'entreprise, que ce soit le marketing, les sales, le produit, les ingénieurs. On essaie de créer la meilleure expérience possible pour nos membres. Et je fais le lien avec ce que tu disais à l'instant, nous aussi le NPS est très important, on a un NPS de 70, un tout petit peu en dessous de vous, mais... C'est déjà extrêmement louable. Voilà, et c'est vrai que cette satisfaction membre, pour nous, c'est un driver très très fort, parce que c'est ce qui permet d'aligner en fait toute notre stratégie. On n'a pas besoin de survendre le produit, on a un produit qui correspond aux besoins de nos clients, de nos utilisateurs, de nos membres, on le vend tel qu'il est. Et effectivement, quand nos membres l'ont entre les mains, ce produit-là, il répond bien à la promesse initiale. Et donc, on a un alignement comme ça qui permet d'avoir un engagement tout au long du funnel qui est extrêmement fort et qu'on va retrouver ensuite dans nos stratégies d'acquisition où on va essayer effectivement de dérouler notre proposition de valeur de manière extrêmement cohérente tout au long du funnel, de l'acquisition, au moment de l'onboarding et puis après dans toute la vie du produit. Maintenant, pour aller plus en détail sur les stratégies vraiment d'acquisition, donc effectivement, sur la partie online, nous, on a une stratégie assez classique en utilisant les leviers, comme l'indiquait Rémi, à la fois Google, le search et les réseaux sociaux. On essaie d'avoir une stratégie la plus internalisée possible et de faire le maximum de choses par nous-mêmes. Pour ça, en particulier, on utilise l'intelligence artificielle, beaucoup, pour créer nos campagnes. On a à peu près 15% aujourd'hui de nos campagnes qui sont créées par l'intelligence artificielle, que ce soit pour des réseaux Instagram, LinkedIn, voilà, tous les réseaux sociaux, à la fois pour le message en lui-même ou la créa. On intervient parfois on remet de l'humain, parfois on n'a pas besoin de remettre de l'humain, mais on a à peu près 15% de nos créas qui sortent avec de l'intelligence artificielle. Toujours dans une logique d'adapter les contenus, d'adapter les stratégies marketing en continu. Moi, je vois effectivement, quand j'ai préparé cette discussion, j'ai été retargetée par la jolie mascotte de Alan. Est-ce que, Alan, je trouve que ça apporte aussi une approche un peu de gaming, et je me posais la question si c'était un sujet et une façon d'approcher aussi vos audiences. C'est une question qui est très intéressante. Je vais répondre en 2 temps. Alors, c'est vrai que dans notre acquisition, on a un code qui est très fort, c'est notre mascotte, qui est une marmotte, si vous posiez la question. Marmotte violette. Oui, bleu lavande, voilà. Et donc c'est effectivement un code très fort dans notre marque et qu'on essaie de décliner, là aussi grâce à l'intelligence artificielle qui nous permet de décupler les moyens créatifs. Cette marmotte, elle peut prendre toutes les positions de la vie quotidienne, elle peut prendre les couleurs de certains de nos clients si besoin. Ensuite, la partie gamification, on est en train de l'introduire plutôt dans notre produit. Et là, ça, c'est plutôt justement pour créer de l'engagement tout au long du cycle de vie de nos membres. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que pour être en bonne santé, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il
il faut marcher plus, il faut manger de manière saine, il faut bien dormir, voilà. La réalité, c'est que c'est très très difficile de faire ça au quotidien. Je pense qu'on part tous avec des bonnes résolutions en début d'année, et puis en fait, on ne les tient jamais. Et justement, là, ce qu'on est en train d'introduire dans notre produit, c'est de la gamification pour inciter les gens à faire des petits défis tous les jours pour marcher plus, pour prendre le temps de faire un peu de méditation et d'engager comme ça nos membres tous les jours à avoir des petits gestes qui vont faire la différence en fin de compte, parce que des études le montrent, quand on a des habitudes de vie plus saines, on peut gagner jusqu'à 7 ans de vie, et c'est ça en fait qu'on veut réaliser. C'est très clair. Alors, dernier tour de table, on a parlé effectivement beaucoup d'acquisition, hein, c'est le thème, et d'engagement, bien entendu. Vous avez commencé à parler d'IA et d'IA générative. Je vous redonne la parole, Aurélie, pour 24S. L'IA générative, est-ce qu'elle vient contribuer justement aussi à la création de contenu pour les stratégies d'acquisition? L'IA, chez 24S et plus largement chez LVMH, c'est un sujet qu'on aborde avec beaucoup de précautions, notamment sur la génération de contenu. Vous parliez d'une marmotte lavande. Nous, on a des mannequins, on a des photographes, on a des talents. Chacune des maisons du groupe est vraiment très investie d'une image de marque très spécifique. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de se dire on va remplacer ces talents par de l'IA. On a fait des tests néanmoins sur des sujets plus compliqués à adresser, tels que les services. Les services, comme je vous le disais, c'est vraiment la clé du sujet chez 24S, puisqu'aujourd'hui, c'est un service client, follow the sun, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans toutes les langues qu'on présente. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de comment on va faire pour raconter ces services. Et on a fait un test avec une agence que je ne nommerai pas, mais on a fait un test pour créer ces visuels, donc comment représenter les services sans avoir de mannequins reconnaissables, avec des images d'intelligence artificielle. Full disclosure, au final, ça a été très long. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, de retouches. Et je pense que c'est les retoucheurs qui ont créé l'image plus que l'intelligence artificielle au final. Et ça a été un peu long et fastidieux. Qu'est-ce qu'on y gagne? On gagne le fait qu'on n'a pas de droit sur ces images, donc on n'a pas de photographe à payer. Je pense que à ce stade, en tout cas aujourd'hui, l'expérience elle n'est pas 100% convaincante et je suis pas sûre qu'on soit le bon client ou la bonne plateforme pour ça. Néanmoins, on utilise l'intelligence artificielle de façon très simple avec ChatGPT pour toutes les définitions de nos produits, description des produits sur les pages produits. Ça nous permet d'avoir des meilleurs rankings en SEO. Attention, toutes ces descriptions sont évidemment relues par l'humain parce que parfois on a un petit peu des choses qui n'ont pas de sens. Et ça nous aide à travailler le SEO. Et dernier point sur l'IA, parce que la question se pose beaucoup sur le service client. Aujourd'hui, c'est un grand non et un gros no-go. On est vraiment avec quelqu'un, on est dans du luxe, on est vraiment dans une expérience 5 étoiles. On ne peut pas se permettre d'avoir un chat qui va répondre à la place d'une vraie personne au téléphone, ou ne serait-ce que par mail, ou même par chat. Voilà. Un chatbot, j'entendais. Oui. Rémi, pour le groupe Teract, alors il y a effectivement l'IA, mais il y a plus globalement, quand on a préparé un peu cette discussion, quand je vous ai parlé de futur de l'acquisition, vous aviez un souhait. Ah oui, j'ai un souhait. Ouais, moi je pense que j'en ai même deux. Non, le premier, c'est pour l'acquisition. Pour moi, c'est ce qu'on a déjà un petit peu évoqué, c'est capitaliser sur la data client. Et c'est vrai que même si j'ai beaucoup de respect pour les médias, et d'ailleurs aujourd'hui on est chez un très beau média, je pense que nos stratégies doivent être de plus en plus construites autour de nos audiences, les personnes qu'on vise, plus que l'endroit où on les vise. Alors l'endroit où on les vise doit exister évidemment, donc des médias, c'est hyper important. Mais je pense qu'aujourd'hui on est encore très, et je l'ai entendu un petit peu autour de cette table, et c'est hyper logique, on est encore très cantonné sur certains médias, et après à l'intérieur de ça, on va travailler des audiences personnalisées, des audiences similaires, etc. Mais c'est vrai que nous, notre volonté, c'est vraiment d'être audience first, donc de viser les personnes en fonction de critères de consommation, des données qu'on détient sur nos consommateurs, plus que de s'attarder sur la partie choix et sélection des médias qui
parfois, en plus de prendre un petit peu de temps, parfois peut s'avérer pas forcément très judicieux. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et mon deuxième souhait, et c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, c'est aussi de pouvoir mesurer la performance de l'ensemble de nos médias. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup du digital, et de l'ensemble des leviers qu'on active. Et nous, on a une grosse partie de nos activations qui se font en offline. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la mesure est un peu hétérogène entre les leviers, même à l'intérieur des leviers. Et donc, on est en train de mettre en place un MMM pour justement redonner du sens et de la valeur à tous les leviers qu'on active. Et effectivement, ne pas regarder que par le coin de la lorgnette qu'est la performance et regarder tout ça dans un ensemble, parce qu'effectivement, il y a des leviers qui sont contributeurs en amont et qui vont générer de la valeur dans le temps ou de la conversion plutôt a posteriori ou de l'acte d'achat et ou de la répétition. Donc on est en train d'alimenter justement un outil de toutes ces composantes pour pouvoir sortir un modèle qui nous permet de mesurer la performance de chacun de nos leviers pour nos prises de parole à la fois nationales et à la fois locale, parce que on répond aussi à une grosse problématique de nos magasins, qui est le changement de paradigme de la publicité, parce que il y avait la distribution de prospectus qui fonctionnait historiquement très bien dans nos magasins, qui continue d'ailleurs d'apporter des bonnes performances, mais il y a des régions dans lesquelles on ne peut plus distribuer, ou alors les volumes sont tellement réduits que ça n'a plus d'intérêt économique, donc on doit transformer aussi des leviers qui historiquement fonctionnaient très bien en nouveaux leviers et pour lesquels on doit suivre également la performance. D'autant plus qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais je vous laisse la parole sur le volet empreinte carbone et communication responsable. C'est aussi une donne qui fait que certains choix et certaines stratégies vont être écartés. Et il y a déjà eu des initiatives dans ce sens au sein des marques du groupe Teract. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est que justement, dans cette logique de compensation du tract, c'était de trouver des leviers qui nous permettent à la fois d'apporter un niveau de performance comparable, voire meilleur, et de pouvoir aussi afficher des performances environnementales meilleur. Donc aujourd'hui, on est aux prémices de tout ça. On est en train de mettre en place tout cet écosystème pour pouvoir mesurer, qualifier, quantifier tout ça, parce que c'est un enjeu pour nous, parce que on est un acteur du végétal, on est un acteur engagé pour l'environnement, on est une société à mission, donc ça fait partie des sujets qui nous animent aussi sur la partie médias et acquisition. Béatrice, l'IA générative, dans justement ce parcours d'engagement à travers l'ensemble des pays que le groupe Bell couvre, quelle place vous lui laissez ? On y travaille, c'est clairement un enjeu de transformation, de façon responsable. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. On le fait, évidemment, un peu comme tout le monde, on le fait dans les gains de productivité on a un Bell GPT qui est très efficace pour travailler sur beaucoup de sujets, notamment de l'analyse documentaire, la capacité à consolider des rapports. Donc vraiment, on travaille sur la partie insight consommateur, pour faciliter le travail sur l'insight, même si on se rend compte que vraiment dans la capacité pour le moment à prendre des insights, en sortir des analyses, il faut beaucoup d'intervention humaine. Je dis toujours, en plus, il faut réussir à se faire aider, mais avoir le bon regard critique. Il faut continuer à driver le regard critique qui pour le moment est un regard humain. On s'en sert pas mal pour tout ce qui est l'innovation. Et là, je crois qu'il y a un vrai mérite pour travailler des options de packaging en interne, avec notre studio de design, mais du coup être capable d'être dans une itération qui est beaucoup plus rapide, faire du test and learn, à chaque fois être sur des cycles de brief, retour, débrief. Donc vraiment sur la phase d'innovation dans la partie packaging, c'est très intéressant. Pareil, en concept generation, on est en train de faire un POC avec une de nos marques pour travailler sur des concepts d'innovation et former les équipes et regarder ce que ça nous permet de faire en itération et interaction avec les pays pour vraiment driver de l'insight local et de l'innovation centrale. Et c'est vrai que j'ai vu ce que m'ont présenté les équipes pour le plan d'année prochaine. Ça a permis quand même de qualifier et d'avoir une vélocité sur la capture des trends et comment on le reflète dans notre pipe d'innovation qui est intéressant. Parce que dans l'alimentaire,
il y a quand même des tendances qui sont des tendances aussi, alors pas aussi rapides que la fast fashion ou la fashion tout court, mais qui sont très structurantes. La montée les protéines, les fibres. Aujourd'hui, on voit GLP-1 qui arrive et qui a une empreinte très forte aux États-Unis et qui arrivera en Europe. Donc, il faut être capable d'ajuster notre plan d'innovation, notre plan de communication à ces tendances, tout avec des moyens qui restent aussi des moyens qui sont limités. On en parlait, les États-Unis, c'est un vrai enjeu. Donc l'AI générative, elle sert à ça. Sur le content et la création de content, pour le moment, on regarde effectivement comment faire les choses avec éthique et comment travailler sur du content qui peut effectivement peut-être nous aider sur du hot, mais nous on croit quand même beaucoup à la capacité de bâtir des marques dans le long terme. La Vache qui rit, c'est une marque qui a plus de 100 ans. Babybel, c'est une marque qui a plus de 50 ans. Donc cette notion d'inscrire l'ADN de nos marques dans le long terme et de pas céder à des aléas, c'est quelque chose d'important. Donc on regarde vraiment ces structures. Mais c'est pour moi un enjeu de transformation de toute la fonction marketing digitale, de façon aussi intégrée, vraiment end-to-end, avec la recherche et le développement, avec le commerce, avec le e-commerce. Et j'y vois un bénéfice à ce titre-là, parce que ça doit nous permettre d'être plus efficace, d'être plus impactant. Je dis toujours, on veut pas être replaced by AI, but powered by AI. Et c'est cet enjeu qu'on cherche à adresser en ce moment chez Bell. C'est clair, merci Béatrice. Alors Aurélie, vous avez commencé à parler tout à l'heure, effectivement, 15% des contenus sont générés par l'IA. Ma question là, elle n'est pas posée à Aurélie de Alan, mais elle est posée à Aurélie, qui a sorti récemment un livre coécrit qui s'appelle « Quand les startups et licornes réinventent le marketing ». Alors qu'est-ce qui se réinvente ? C'est quoi le futur de l'acquisition ? Alors évidemment, ce que je pense, c'est que l'intelligence artificielle, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, l'intelligence artificielle, ça reste un outil, et c'est à nous, humains, de savoir nous en servir avec notre regard critique. Je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, ça va changer en revanche toute la façon dont on fait le marketing, à commencer par la recherche. Comment est-ce que les consommateurs recherchent de l'information ? Je vais reprendre l'exemple d'Alan, mais si demain, on peut chercher dans n'importe quel LLM quelle est la meilleure assurance santé, comment souscrire une assurance santé quand je suis freelance, et que on n'a plus besoin en fait d'aller sur le site d'Alan pour trouver des réponses. Mais comment en tant que marque est-ce que je me repositionne pour attirer des consommateurs qui vont être intéressés par ma marque sur mon site? Comment est-ce que je leur offre une expérience que l'intelligence artificielle, elle, ne va pas pouvoir leur offrir. Donc je pense que dès la recherche d'informations, en fait, on va devoir repenser notre façon de nous positionner en tant que marque. Et puis ensuite, dans tout le reste du cycle de vie, du cycle d'acquisition et ensuite du cycle de vie, je pense que l'intelligence artificielle va changer beaucoup de choses. Déjà en termes de personnalisation, je pense qu'on va pouvoir aller vers une hyper-personnalisation et que c'est aussi à nous de réinventer ce qu'on va pouvoir faire, sans tomber dans le creepy où on a tellement d'informations et on personnalise tellement que ça en devient vraiment bizarre. Et donc c'est là où effectivement, je pense que les startups et licornes réinventent le marketing, c'était le titre du livre, mais en fait on va tous réinventer la façon dont on fait du marketing à l'aune de l'intelligence artificielle. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci encore. Et je vous donne, pardon, je perds ma voix, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.